salut. Salut. Tu vas bien? Ouais. Les gars, aujourd'hui on se retrouve avec Stéphane Canet et je te laisse te présenter pour commencer. Alors moi je suis Stéphane Canet, le directeur de compétition du Beach Masters et je suis manager général du Montpellier Beach Volley, le club de beach. Et j'ai fait les Jeux Olympiques en 2004. Nickel. Bah, du coup j'allais te poser la question justement, est-ce que tu peux déjà me donner ton parcours enfin tu me donneras ton parcours professionnel juste après, mais ton parcours de volleyeur en tant que joueur? Alors au début j'étais volleyeur et je suis vite passé beacher. Okay. Donc j'ai commencé le beach réellement, donc j'étais au volleyeur, je suis rentré au CNVB je pense en 95, quelque chose comme ça. Mais le beach volley passé aux Jeux Olympiques en 96 et à ce moment-là j'ai décidé de pouvoir devenir professionnel de beach volley parce que je me suis dit que le beach volley allait pouvoir devenir officiel et donc qu'il allait avoir des budgets, que ça allait se structurer pour pouvoir en vivre. Donc c'est là que j'ai commencé à faire réellement du beach volley. J'ai pris un billet d'avion, je suis parti à Los Angeles pour découvrir le 2-2 parce qu'en France on jouait au 3 contre 3 ou 4 contre 4. Et c'est là que ça a commencé. Voilà. Ok, et du coup t'as des parents volleyeurs? Non. Pas du tout. Pas du tout. Non. Ok, donc t'es vraiment le premier de ta famille à faire du volley? Ouais, voilà. Moi j'habite, je suis né à Hyères, donc j'ai toujours été, on va dire, au bord de la mer. Okay. J'ai toujours eu les pieds dans le sable et c'est comme ça que je suis arrivé au volley. Donc j'ai joué avec des gens aussi qui ont eu une belle carrière de volley là, au début avec les Pat, Christophe Pat, Stéphane Pat. Stéphane Pat c'est le père de Liam Pat qui joue aussi au volley, qui joue à Narbonne et qui joue aussi au beach. Et donc avec eux on jouait sur la plage et puis après finalement on est arrivé au volley et on a eu rapidement une petite carrière de volleyeur. Après le CNVB, moi j'ai joué au Montpellier Volley et j'ai été à Rennes, j'ai joué au Racing à Paris aussi. Et puis quand j'ai fait le bataillon de Joinville, à l'armée, à l'époque on faisait l'armée, et on a fait les championnats du monde militaire à San Diego et c'est là que j'ai vu les Américains s'entraîner, c'était en 96 sur la plage pour préparer les JO d'Atlanta en 96. Et quand j'ai vu les Américains s'entraîner, parce qu'on était à San Diego, on n'était pas très loin de la plage, au bout de 3 jours d'équipe de France militaire, je me suis fait une entorse. Et j'ai pris un taxi, j'étais à la plage. Et c'est là que j'ai vu le beach volley. Le beach volley. Mais le beach volley se jouait avec des gens qui s'entraînaient. Parce que nous, en général, quand tu allais à la plage, les gens ils jouaient. Ouais, c'est ça. Ils faisaient Sauf des que matchs, là, sur la plage, c'était des entraînements. Et là, c'était réellement des entraînements avec des gens qui s'entraînaient pour un objectif professionnel, pour faire les Jeux Olympiques. Là, je me suis dit pourquoi eux et pas moi. C'est là que j'ai dit. C'est là que ça a commencé. C'est parti. Okay. J'ai eu le virus beach qui s'est installé dans ma tête et 6 mois après, j'ai pris un billet d'avion avec un ami pour aller à Los Angeles. Mais j'avais jamais pris l'avion. Enfin, c'est la deuxième fois que je prenais l'avion. Je parlais pas anglais et je connaissais rien du tout. Surtout que ce que j'ai vu là-bas en plus, c'est qu'il y a des vrais stages de beach super intéressants, non? À l'époque, le beach volley, c'était vraiment aux États-Unis que c'était le plus médiatisé, où il y avait vraiment il y avait vraiment des pros. Ça s'appelait l'EVP, c'était incroyable. Et après, ça s'est développé avec la FIVB, ça s'est développé avec les Jeux Olympiques, en fait. Okay. Voilà. Donc c'était important pour nous d'aller là-bas parce que c'est là-bas qu'ils jouaient au 2 contre 2. Et nous, on ne connaissait pas vraiment en France le 2 contre 2. D'accord, ouais, c'était vraiment prioritairement du 3-3 ou 4-4, c'est ça? C'est 3-3-4, tu vois, c'est vraiment la spécialisation avec le passeur, réception, passe, il y a un passeur qui distille. Alors que au 2-2, il n'y a pas vraiment de passeur. En fait, mais c'est ça, tout le monde est passeur, tout le monde est polyvalent. Plus complet. Ça correspond plus au jeu, au volley que je connaissais avant, quand il n'y avait pas le libéro. Tu vois, maintenant, en fait, ça c'est hyper spécialisé. Bon, je sais pas, t'es petit, tu vas faire libéro, t'es grand, tu vas faire central. C'est très cloisonné. Alors qu'avant, en fait, quelqu'un de ma taille, moi au volley, j'ai joué au centre, j'ai joué à la pointe. Ouais, avant, tout le monde pouvait jouer un peu partout, en fait, etc. Alors que là, maintenant, c'est devenu de plus en plus. C'est de plus en plus cloisonné en fonction de ton type de physique, en fait. Ouais. Alors qu'avant, voilà. Le volley de mon époque se retrouve plus dans le beach volley, dans le 2-2. C'est beaucoup plus complet. Alors que le volley actuel, je trouve qu'il est beaucoup plus spécifique. C'est-à-dire que c'est vrai que maintenant,
en minime, vu qu'il y a le libéraux qui arrive, dès que tu es minime, si tu es petit, on va te faire jouer libéraux. Et on va pas. Et du coup, tu t'attaqueras plus. Ouais, et du coup, tu perds le fait d'être polyvalent et de savoir jouer un peu partout, tu etc. perds un peu cette notion de plaisir que tu avais avant dans le volley, puisque finalement, il n'y avait pas cette notion. Tu pouvais vraiment toucher à tout. Et tu tournais tout le temps, en fait. C'est ça. Donc là, des fois, il y en a, ils sont petits, donc ils font que des réceps. Ils aimeraient bien attaquer parce qu'ils ont un état d'esprit d'attaquant, mais après, ils laissent celui qui est grand rentrer au contre. Et le grand, il aimerait bien peut-être défendre, mais non, il ne défendra pas. Non, malheureusement, ouais. C'était quoi ton parcours? T'as fait des études ou t'avais un taf à côté ou c'était vraiment que dans le volley? Alors moi, j'ai créé mon parcours professionnel en fonction du parcours de vie que je souhaitais avoir. En fonction des opportunités que tu avais, c'est ça? Voilà, j'ai décidé à un moment donné de me lancer dans le beach volley, et en me lançant dans le beach volley, je savais que j'allais quitter un peu la sécurité du volley et que j'allais me mettre dans une situation plus d'entrepreneur. Donc j'étais plus dans une vision de création d'entreprise où il fallait que je trouve mon partenaire qui serait un peu mon associé, avec lequel on allait définir des objectifs et les atteindre. Et plus on atteignait nos objectifs, et plus, on va dire, notre environnement professionnel allait se structurer. Et à l'époque, en fait, il y avait quand même de l'argent dans le beach volley, c'est-à-dire que quand tu faisais un tournoi et que tu gagnais un certain nombre de matchs, tu pouvais te qualifier sur un World Tour, sur le championnat de France, tu passais à la télé. Chaque fois qu'il y avait une finale d'une étape du championnat de France, ça passait sur TMC en direct. Donc ça veut dire que tu pouvais gagner un peu de sous parce que tu pouvais avoir des sponsors, parce qu'ils passaient à la télé. Et ça leur coûtait moins cher d'acheter un beacher que de payer une pub pour passer à la TMC. Ouais, c'est sûr. Tous les dimanches après-midi de l'été, il y avait du direct sur une chaîne publique, quoi. Donc ça facilite énormément le fait de pouvoir avoir des sponsors. Mais tout est lié à ta performance. Donc il faut être en finale de l'étape du championnat de France, ou quand on faisait par exemple un World Tour, il y avait un World Tour à Marseille qui a duré 20 ans. Tu vois, quand on est revenu de Los Angeles, notre objectif c'était de rentabiliser les dépenses qu'on avait fait à Los Angeles par le résultat qu'on allait faire sur Marseille, parce que si on se qualifiait, on gagnait des sous. D'accord. Et à l'époque, tu gagnais du cash. Et donc on a gagné du cash, on a acheté une voiture, on est parti faire un tournoi au Portugal, on s'est qualifié, on a gagné du cash. Il y avait un autre tournoi à la Baule. Voilà, et puis on gagnait le cash, puis on pouvait se payer le voyage, et on investissait comme ça dans notre performance, on va dire. Et plus on arrivait à réussir à performer, donc du coup ça t'amène à un état d'esprit où plus tu performes, plus tu es sérieux, plus tu y crois, plus tu es motivé, et plus on va dire, tu développes une dynamique autour de toi de gens qui veulent t'aider. Ça peut être des sponsors, ça peut être un préparateur physique. Et tu vois, en fait, c'est vraiment un état d'esprit d'entreprise. C'est plus. Et donc, j'ai passé mes diplômes de ce dont j'avais besoin en fonction du projet que j'étais en train de développer. Ok, ouais, et petit à petit, du coup, tu crées ta propre équipe, etc. Voilà, tu crées ton esprit d'entreprise. Donc, tu vois, c'est plus en fonction des besoins. Par exemple, à un moment donné, il a fallu que je monte le club, donc j'ai passé des diplômes d'entraîneur pour pouvoir être diplômé pour créer ce club. Mais en même temps, j'ai fait des formations aussi pour créer comment créer un club, comment créer une entreprise. Voilà. J'ai fait une formation pour être diplômé de préparation mentale, parce que à un moment donné, j'avais besoin aussi d'être un coach qui puisse prendre de la distance et donner des informations à mes athlètes. Ouais, vraiment avoir le plus de formation possible, ou même de connaissances pour pouvoir les transmettre du coup à tes joueurs, etc. Voilà, donc quand j'étais joueur, je me suis formé et j'ai été voir les meilleurs, et je me suis entraîné auprès des meilleurs. Quand on a fait les Jeux Olympiques, on a atteint notre objectif ultime. Mais c'est vrai qu'à la fin des Jeux Olympiques, on s'est dit où on continue jusqu'à. Donc en 2004, on a fait les Jeux Olympiques à Athènes. On a eu un petit mois où on s'est demandé qu'est-ce qui est le mieux dans les 8. En fait, l'idée, c'est de planifier sur 4 à 8 ans, sur des années olympiques, et de se définir comme ça des objectifs à long terme, et après décliner des objectifs à court terme en fonction de l'actualité. Donc après les Jeux Olympiques, on a décidé. On s'est dit où on garde notre statut de sportif de haut niveau et on continue, mais juste pour nous. Mais par contre, il nous manquait énormément de choses pour pouvoir vraiment réaliser nos objectifs. C'était extrêmement difficile parce qu'on
On n'avait pas tous ces terrains-là, on n'avait pas des ballons tout neufs, adapté. On n'avait pas de structure d'entraînement. On s'entraînait à la plage avec un filet tout tordu. Et quand tu t'entraînes à la plage sans filet autour, ça veut dire que... Tu dois aller chercher les balles, etc. Ben voilà, c'est comme si tu jouais au tennis sans grillage autour avec une balle. C'est super compliqué. Tu peux pas jouer au tennis. Niveau cardio et tout. Donc dès que tu attaques, qu'il y a du vent, le ballon il part à 3 km. Alors là, bon, tu aller chercher la courir. Donc tu fais ta course, mais bon, au bout de 3 attaques, tu te dis bon. Ouais, fatigant, chiant. Voilà. Donc tu vas jouer contre le vent pour que la balle revienne, tu vois. Donc c'est pas adapté. Ouais, je comprends. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est justement là, on s'est professionnalisé pour stabiliser la structure d'entraînement ici. Okay. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Okay. Et justement, par rapport, en parlant du coup justement de la structure, est-ce que tu peux en dire un peu plus, par exemple, quand elle a été créée et ce que tu fais ici, toutes les tâches que tu fais, parce que là, hier, on te voyait, hier c'était Beachmaster et on te voyait courir partout, etc. Ouais, c'est vrai que j'ai appris justement à être multifonction. Okay. Donc j'ai un état d'esprit très ouvert sur l'énergie du collectif en fait. Je considère que toute personne autour de moi a une capacité, un potentiel et que lui-même il n'est pas en capacité de le savoir. Et mon rôle en fait de manager et de coach ou de joueur, ça a été toujours de comprendre comment les gens autour de moi fonctionnent pour pouvoir mettre en place des stratégies ou pour battre mon adversaire ou pour me renforcer mon équipe pour pouvoir être encore plus fort. Et je crois fondamentalement que le collectif est beaucoup plus fort que l'individu. Donc quand tu apprends à travailler avec les gens en fonction de tes objectifs, si tu arrives à bien définir les objectifs avec les gens de ton équipe, où eux, leurs objectifs individuels sont incorporés dans le projet collectif, du coup tu as une force très puissante. Et tu peux déléguer beaucoup plus facilement parce que chacun est, on va dire, respecte le collectif, mais en même temps est motivé parce qu'il a un intérêt à développer le projet collectif, quoi. Donc c'est vrai qu'après 2004, on a fait un point et on s'est dit là on est deux, c'est difficile de vivre tout ça à deux. Il faut absolument qu'on s'entoure de gens qui vont nous amener à créer un projet beaucoup plus stable pour tout le monde. Et l'idée des Jeux Olympiques, quand on a fait le tour du stade, on a eu une sorte de révélation, c'est-à-dire que tu comprends l'âme des Jeux Olympiques quand tu fais le tour du stade et que tu vois la flamme qui s'allume et que tu vois tout autour de toi des athlètes qui sont très connus mais d'autres pas du tout connus. Et en fait, tu te rends compte que le monde entier est réuni en un endroit juste pour vraiment essayer de transmettre des valeurs de paix, de résilience et des valeurs de solidarité. Et c'est là où tu te dis, je me suis fait une promesse en fait en sortant de là, c'est que je me suis dit, voilà, j'ai connu cette émotion extrême de pouvoir faire les Jeux Olympiques et puis comprendre les valeurs que cet événement véhicule. Et je me suis dit, mais la seule chose que je peux faire maintenant, c'est quand même transmettre cette flamme aux nouvelles générations. Et à l'époque, si on n'avait pas, on va dire, pris le temps de construire ce club, on n'aurait pas été dans les valeurs olympiques, tu comprends ? Je comprends. Et donc l'idée, en fait, ça a été tout de suite après de stabiliser un projet à long terme et durable. Donc l'idée, en fait, c'est que 2005, on a créé un événement qui s'appelle le Beachmasters, qui est là en ce moment, qui avait lieu dans un lieu impactant, sur la place de la Comédie. On a amené 250 tonnes de sable sur la place de la Comédie, en plein milieu du centre-ville. C'est en face du Polygone. Ouais, c'est ça, la grande place, là, tu sais, avec la fontaine, et puis il y a l'opéra. Là où on était hier, d'accord. Donc sur la place, on a été voir justement la maire Hélène Mandroux, avec Annie Bédezèche qui était là, en fait, une élue qui était là au début. En fait, quand tu reviens des Jeux Olympiques, il y a un engouement en fait, par rapport aux athlètes et tout. Et nous, ils nous ont dit, mais qu'est-ce que vous aimeriez faire et tout. Nous, on a dit, nous, ce qu'il faut, c'est qu'on transmette ce qu'on a appris aux nouvelles générations. Et pour ça, il nous faut du sable. Et vous l'amenez sur la place de la Comédie. Et derrière, on vous amène les meilleurs mondiaux. Mais vous allez voir qu'on va faire en sorte que les gens qui sont dans les tribunes enlèvent leurs chaussures pour qu'ils mettent les pieds dans le sable. Ils aient cette sensation un peu de vacances. Et on a appelé ça une île dans la ville, un voyage sans bagages.
les gens, ça a été un effet de folie, quoi. Ça devait être 250 000 passages sur 10 jours, avec des gens qui enlevaient leurs chaussures, qui mettaient les pieds dans le sable et qui repartaient pieds nus. Ça devait être juste incroyable. Ils repartaient pieds nus, ils oubliaient leurs chaussures. Le lendemain, on avait 10 paires de chaussures. les gens, ils sont devenus... Et du coup, ça a créé une communauté très forte, avec un bouche à oreille et une envie en fait, de partager tous ces moments en fait, qui sont assez festifs. Mais en même temps, il y a beaucoup de rigueur. Et dans cette image de beach volley, il y a quand même un sport qui est très prenant mentalement, avec beaucoup de rigueur, de travail. C'est sûr. Voilà, donc 2005, le Beachmaster jusqu'à 2008 et 2006, on a créé le club du Montpellier Beach Volley. On a trouvé l'espace ici. Juste après, on a créé le club avec ces terrains-là. En fait, c'était un terrain de foot ici. Et chaque fois qu'on a mis du sable sur la Comédie, ils venaient ici après. D'accord. Et du coup, c'est pour ça que on appelle ça un événement à développement durable. C'est qu'on avait toujours précyclé les choses, précyclé le sable et le projet de pouvoir développer le club avec une vraie structuration de la pratique. Ok. Donc les gens ils découvraient le Beachmaster, après ils devenaient adhérents au club. C'est nickel. Bravo à tout ce que tu as fait. Malgré tous les projets qui ont été faits, je trouve que ce qui est fou, c'est qu'il reste encore tellement de choses à faire pour le volley français. Parce que malgré tous les titres qu'on a, c'est tellement pas assez démocratisé et tellement pas assez médiatisé, etc. Et je trouve ça cool que juste un événement qui a été fait même si c'est un gros événement qui a été fait en 2006. C'était 2006 sur la place 2005 le premier et 2006 le club. Donc là en fait, tu vois, c'est les 20 ans du club et les 21 ans du Beachmaster. Ouais, cet événement, ça fait partie du coup de un des plus gros événements du volley français, du coup, j'imagine. Oui, parce qu'il n'y a plus d'événements internationaux de beach volley en France. C'est le dernier. Et il y a une personne en fait qui est venue me voir hier là, qui est complètement fan là, en fait, de beach depuis 96. Il m'a dit mais avec cet grand espace et tout, il faut que tu fasses un musée du beach parce qu'il faut que les gens se rendent compte en fait, de ce qui se passait entre 96, 2000, 2004 où les événements étaient assez conséquents. Il y avait un World Tour. Moi j'ai fait un World Tour au pied de la Tour Eiffel. Il y avait 20 ans de World Tour à Marseille, mais c'était... quand on revoit les plans, c'était énorme. Je trouve ça cool justement que que là on prenne le temps et que ça nous donne l'occasion que tu nous racontes l'histoire justement du. C'est ça me vieillit un peu quand même. Hein. Mais non, t'inquiète. Mais c'est cool, c'est important. Je pense que la culture des sports, si tu vas à Roland-Garros, tu vas voir en fait toute la culture du tennis depuis 1904. C'est ça, parce qu'il y a des petits partout, en fait, éléments, musée, etc. C'est ça. C'est vrai que ça peut être intéressant de faire ça aussi ici. Bah oui, parce que comme ça, en fait, les gens... alors c'est pour ça que j'ai fait le Canet Beach Lab aussi. C'est on va dire un modèle school, ça s'appelle. C'est une sorte de logiciel où tu peux avoir toutes les informations. Et je l'ai décliné en trois modules, en fait, en 3 chapitres. Il y a un chapitre en fait avec toutes les techniques de beach que j'ai, on va dire, appris toutes ces années, parce que le beach a beaucoup évolué. Il y a aussi tout ce qui est une partie de préparation mentale qui est accessible à tous. Et il y a une partie aussi management d'événements ou management, comment créer un club de beach ou comment créer en fait une structuration collective pour pouvoir créer ce genre d'événements ou ce genre de club. J'ai essayé de mettre mon expérience en fait sur ce genre de logiciel, donc c'est pour ça que j'ai créé le Canet Beach Lab, parce que comme je te dis, au travers de mon parcours, évidemment j'ai eu beaucoup de casquettes en tant que joueur, en tant que créateur de club, créateur d'événements, en même temps maintenant coach, head coach, manager. Et tout ça en fait, ce qui lie en fait tout ça, c'est vraiment le lien humain en fait. Il ne faut pas oublier qu'en face de toi, il y a toujours des gens en fait qui sont en capacité de pouvoir aider dans une structuration collective. Et tant qu'on n'oublie pas ça, on peut créer, je pense, n'importe quoi à partir du moment où on arrive à reconnaître l'utilité de chacun. Il y en a qui sont devant. Fais ça en groupe et surtout que tout le monde peut apporter quelque chose, une vision des choses différentes ou même apporter sa part des choses et le tout ensemble. Voilà, c'est ça. Tu vois, moi je suis passé devant la lumière. En beach volley, évidemment, tu as une belle image, tu as beaucoup de choses. Quand tu passes coach, tu es vraiment dans l'ombre.
c'est pas comme un coach de volley, tu vois. C'est ça, surtout un coach de beach. Voilà, le coach de volley, il a beaucoup de choses à faire parce que lui, en fait, c'est lui qui est debout, c'est lui qui décide qui c'est qui joue. Il est vraiment important parce qu'il y a un collectif de 12, donc il faut un coach qui soit en capacité de gérer tout son collectif. Nous, on est dans l'ombre. En fait, on est vraiment, on a tout préparé en amont et après, en fait, on est plus là pour essayer de donner notre point de vue, essayer d'aider. Alors là, sur cette compétition, c'était un peu différent parce qu'elle était, on est en train de développer les compétitions de club et c'est la première fois qu'il y a des changements en fait dans le beach volley. Parce qu'habituellement, en fait, il n'y a pas de changement. Et donc voilà, le beach volley, il évolue. Il évolue bien, je trouve, parce qu'en fait, ma génération, qui était la première génération, tu vois, moi j'ai commencé en 96, au début du beach aux Jeux Olympiques. Donc il y a eu 96, 2000 et j'ai fait les JO en 2004. J'ai terminé 27e sur les 24 qualifiables pour Sydney. Et juste après, j'y suis arrivé. Et après, je suis passé dans l'autre côté, on va dire, de l'environnement. Donc j'ai une vision assez globale du développement et surtout du système économique qui est possible de mettre en place dans le beach volley, tout en préservant en fait une sorte d'économie circulaire qui peut générer beaucoup d'économies dans le beach. Et ce qui est important de comprendre en fait, c'est que c'est vrai qu'il y a le volley, mais le beach volley c'est plus on va dire un développement qui peut s'opérer quand quelqu'un va pouvoir gagner de l'argent par rapport à son travail. Par exemple, tu vois, moi je vais être coach de beach, je coach des gens de l'académie qui payent un certain prix pour pouvoir être coachés pour faire les étapes du championnat de France ou du haut niveau. Mais eux aussi, ils peuvent aussi donner des cours le soir. Du coup, eux aussi peuvent gagner de l'argent parce qu'après, eux, ils donnent des cours à des loisirs et ça les forme aussi dans le coaching. Donc, ils ont une sorte de formation globale pour pouvoir aussi essayer d'aller chercher des sponsors. En fait, il y a une vraie économie circulaire qui est mise en place pour que chacun y trouve son compte et que ce soit pas on va dire, un développement à sens unique. Voilà. Ok, je trouve ça super intéressant. Donc ça c'est un peu unique, on va dire, ce qu'on a fait. Bah, merci à toi. Ouais, bah, merci à toi. Longue vie à tes projets. Merci beaucoup, on va essayer. Bah, après moi c'est vrai que j'ai commencé le volley il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai commencé en 2021-2022. Et là du coup depuis j'essaye de me mettre à fond dedans, que ce soit en tant sportivement comme sur mes projets, etc. Donc ça peut être intéressant. Eh ben c'est cool. Hein. Voilà. Bah, merci à tous. Hein. Donc n'oubliez pas, la tribu des Cobras, c'est ça. C'est le geste des beachers. Quand on fait partie de la tribu Cobra, c'est qu'on sait ce que c'est que le beach. Et tout ça. Et n'oubliez pas juste un dernier truc aussi, si vous avez des choses à faire, vraiment, arrêtez de vous soucier du regard des autres. Si vous voulez vous lancer dans un truc, dans un projet ou même dans un sport, lancez-vous. Vous cassez pas la tête. C'est ça. Salut. Allez. Nickel, bah merci à toi. Voilà.